Bonjour Sidonie. Bonjour. Merci en tout cas de répondre à cet interrogatoire détaillé pour pouvoir aider les personnes que j'accompagne à mieux saisir ce qu'est le métier de psychologue. Je te laisse te présenter dans un premier temps. D'accord, bien. Je m'appelle Sidonie Lécuyer, donc je suis psychologue clinicienne. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Donc ça fait maintenant plus de, on va dire, 22 ans que je suis psychologue et j'ai donc commencé à... Alors je peux parler un peu de mon parcours universitaire, mais bon, c'est ce qu'on connaît en général. Ça fait combien de temps, pardon, que tu es psychologue ? Ça fait 22 ans. 22 ans, waouh. 22 ans. Ouais. Ah, c'est super. Donc non, ouais. je vais te guider en fait dans la présentation de ton parcours. C'était simplement pour avoir une petite intro. Et justement, tu as commencé à répondre à une de mes questions. En fait, c'était quel est ton métier exact ? Parce que d'après ce que j'ai pu savoir, là tu m'as dit que tu étais psychologue clinicienne, mais il y a aussi psychologue du travail, neuropsychologue, il y a d'autres... Quelles sont les formes en fait Justement, c'est pour nous différencier justement de tous les autres types de psychologues, puisque comme tu dis, il y a les psychologues du travail, psychologues qui travaillent plus dans la recherche, les neuropsychologues et les psychologues cliniciens. C'est ceux qui travaillent en fait auprès du patient. C'est-à-dire la clinique, c'est être au chevet du patient, entre guillemets quoi. Et donc, on travaille vraiment au cas par cas. C'est ça, la clinique, c'est travailler différemment suivant la personne qu'on va recevoir. C'est vraiment du cas par cas. D'accord. Et est-ce que, du coup, dans cette pratique-là de psychologie clinicienne, il y a des différences, tu sais, psychanalyste, psychologue ? Oui, alors après, donc les psychologues cliniciens, alors on peut travailler en institution. On peut travailler dans le milieu hospitalier, on peut travailler dans tout le domaine associatif. Donc c'est très varié. C'est difficile de tout citer là, mais et puis on peut travailler aussi en libéral. Donc moi c'est ce que je fais moi. Mais donc avant ça, avant de travailler en libéral, j'ai travaillé plus de 12 ans en institution. Et donc j'ai commencé à travailler en centre de formation où j'accompagnais des personnes en situation de réinsertion professionnelle. Ensuite, j'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, donc ça c'est un autre domaine aussi où le psychologue clinicien peut travailler. J'étais surtout je travaillais dans l'évaluation de familles qui voulaient devenir familles d'accueil. Et puis après j'ai travaillé dans le milieu carcéral, donc là j'accompagnais des personnes incarcérées, pour évaluer le risque suicidaire notamment. Je rencontrais comment on appelait ça, les arrivants, les personnes qui venaient juste d'être incarcérées. Et ensuite j'ai travaillé plusieurs années donc en psychiatrie. Psychiatrie adulte, et là je travaillais essentiellement en CMP et en hôpital de jour. Donc le CMP, c'est là où on reçoit en fait des personnes pour des suivis psychologiques, les personnes qui sortent soit de milieu hospitalier, qui ont été hospitalisées pendant un certain temps et qui ont besoin de suivi par la suite, ou ça peut être des personnes aussi qui on va dire des personnes qui ont besoin de suivi, qui n'ont pas les moyens d'aller en libéral, on les oriente souvent vers le CMP. Et donc, pour en venir au fait que quand on est psychologue clinicien, donc soit effectivement on peut travailler dans l'hospitalier, en institution, comme on dit, on peut avoir parfois plus un travail d'évaluation, de supervision, ou un travail, on va dire, plus suivi psychothérapeutique. Et c'est là où moi j'ai commencé, plus dans mes fonctions, à développer quelque chose plus de l'axe psychothérapeutique, du suivi en fait à long terme. Et donc moi j'ai plus développé l'axe psychothérapie. D'accord. Voilà. Donc moi là aujourd'hui je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Voilà, ça a été validé par l'ARS. Voilà. Ok. Donc, et c'est souvent le chemin emprunté en fait par beaucoup de psychologues cliniciens, c'est-à-dire que au bout d'un moment, souvent on s'oriente plus vers la thérapie, c'est-à-dire qu'on va se former aussi à des nouvelles formes de thérapie.
Et de la psychanalyse, donc c'est une forme de thérapie, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Voilà. C'est une forme de vision, de conceptualisation en fait du psychisme humain. Enfin, ça sert en fait de base pour comprendre en fait comment nous on fonctionne en tant qu'humains avec les différentes structures. Ça aide déjà à ça dans un premier temps. Donc ça aide tous les psychologues cliniciens. Et puis après, oui, ça peut être une base en fait pour nous permettre de travailler en psychothérapie. Voilà, puisqu'on va aider la personne à comprendre comment elle fonctionne, à faire des liens avec son passé, à travailler, à avoir des prises de conscience en fait sur ce qui se passe pour elle dans sa vie. Ok. Voilà. Et toi alors, est-ce que tu as choisi une méthode spécifique finalement pour travailler en psychothérapie? Alors, moi, à la base, je suis plus d'orientation psychanalytique. J'ai fait tout mon cursus universitaire à Rennes. C'est très orienté par la psychanalyse. Ensuite, voilà, j'ai continué à me former et à travailler sur moi en faisant une psychothérapie analytique, en continuant à être supervisée de cette manière-là. Donc, je suis plus formée dans cet axe-là. Et après, alors moi j'ai décidé dernièrement de me former en maïeusthésie. Et donc la maïeusthésie, c'est une approche assez... Alors c'est une approche qui a été créée maintenant depuis plusieurs années, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Elle a été créée par Thierry Tournebise. Et c'est plus une approche thérapeutique brève qui, plutôt que de raconter les choses, ce qu'on est souvent amené à faire en fait en psychothérapie plus analytique, là on va plus aller rencontrer en soi des parts de soi qui sont restées figées dans le temps en fait, suite à des chocs, suite à des choses, des petits traumatismes, des choses qu'on n'a pas pu réellement vivre complètement sur l'instant. Bien, ces choses-là sont restées figées dans un endroit, dans un espace hors temps, dans la psyché. Et par cette manière de travailler, qui est vraiment plus axée, comme je disais, pas sur le mental, mais vraiment sur les ressentis, on va aller plus travailler plus aller rencontrer cette dimension subtile et aller à la rencontre de ces êtres en fait qui appellent, et qui appellent au travers de symptômes. Voilà. Donc bien souvent quand on vit des choses, on peut vivre certains mal-être ou des choses qui se répètent ou certaines difficultés de vie. Mais bien souvent c'est parce que si ça se répète et si ça alerte comme ça, c'est parce que derrière ça, il y a des êtres, on peut dire aussi part de soi, mais je préfère dire être, qui appellent pour être entendus, pour être reconnus, pour être validés, et pour que en fait, on va poser notre attention sur ces êtres-là de manière à ce que la vie puisse repartir quelque part là où ça s'était arrêté. Donc on va vraiment aller rencontrer, là, comme je disais, plutôt que de raconter. C'est super, c'est une manière de libérer les traumatismes en fait, c'est ça? Oui, d'aller... l'effet qui s'ensuit en général, c'est plus un apaisement. En fait, c'est vachement émotionnel comme approche. Oui, on va vraiment vers cette... c'est l'émotionnel, les ressentis qui nous servent pour aller en fait rencontrer ce qui émerge derrière ça. Ok. Donc ce que je comprends à travers ça, c'est que peut-être un psychologue qui fait de la psychothérapie a donc des méthodes un peu de base qu'il a dû choisir pendant son parcours d'études. Et en plus de ça, il enrichit ses pratiques au fur et à mesure de son exercice, quoi. C'est ça. C'est ça. On a une orientation du fait de l'endroit où on a fait nos études, forcément. Et puis après, on peut compléter. En général, il y a toujours l'envie de se former à des nouvelles choses et découvrir des nouvelles choses. Donc, moi, ça a été ça. Et puis, il y a d'autres psychologues qui peuvent se former à des thérapies, comme on appelle plus psychocorporelles, tout ce qui est hypnose, EMDR, aussi des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, voilà, il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres méthodes, en fait. Ouais. Effectivement.
Et alors zut, j'avais une question, mais t'es venue, mais elle est partie. Est-ce que je vais la rattraper? Bon, non, c'est pas grave, elle veut pas revenir. Donc, du coup, j'en profite. Tu parles de ton parcours, de justement ton approche par défaut qui appartient apparemment au lieu où tu t'es formé. Est-ce que tu peux du coup nous raconter ton parcours d'études? Ouais. Alors, donc tu t'es formée à Rennes, tu dis, oui, et tu avais quel bac déjà pour accéder Moi, j'avais un bac ES. Ok. Ouais. Et après, donc, je suis rentrée en fac de psycho. Donc, à l'époque, c'était comment on appelait ça, le DUG. Ouais. Le DUG 1, DUG 2, après licence 3, après maîtrise. Alors, la maîtrise, je l'ai faite en 2 ans parce qu'à l'époque, on nous conseillait de faire la maîtrise en 2 ans pour avoir le meilleur dossier possible pour après être prise, avoir le plus de chances possible d'être prise en DESS, comme on appelait ça à ce moment-là. Donc en fait, juste pour faire une petite mise à jour pour éventuellement les personnes qui écouteraient cette interview, donc ça correspond aujourd'hui à la licence 3, ça c'était pareil. 3, le DUG n'existe plus, mais maintenant c'est directement licence 1, 2 et 3. Ouais. Ensuite, le Master 1 et Master 2. Oui, c'est ça, voilà. La maîtrise correspond au Master 1, okay. Et le DSS correspond au Master 2. Au Master 2, ben voilà, donc super. Voilà. Simplement ça. Et donc, c'est marrant que tu viennes d'un bac ES. On a un peu le cliché, on va dire, des étudiants en psychologie. C'était plutôt des étudiants littéraires ou de choses comme ça. Est-ce que déjà, tu savais, toi, que tu avais envie d'être psychologue? Quand est-ce que tu as su, en fait? Alors assez tôt, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. Et puis voilà, donc vers ces âges-là, je me suis dit que j'aimerais bien devenir psychologue. Donc quand je suis rentrée à la fac de psycho, je savais que c'était déjà pour... C'était déjà ce que tu voulais faire. Ouais. Et tu t'es intéressée à la psychologie, c'était pour toi-même ou c'était déjà pour comprendre les autres ou c'était pour quelle démarche, en fait, tu te rappelles? Oui, c'était l'envie de comprendre, je pense, de me comprendre moi, et puis oui, comprendre les autres aussi, de comprendre la psyché humaine, de mieux comprendre comment on fonctionne, d'avoir des explications. Une vraie rencontre en fait. Ok, super. D'avoir des explications sur besoin de structurer les choses. Et donc, pourquoi tu as choisi Rennes pour faire tes études? Parce que j'habitais pas loin. D'accord, c'est vraiment juste par défaut. Oui, voilà. Voilà, parce que c'était ma région, quoi. Donc, ok. Mais par contre, j'ai fait ma dernière année à Angers. D'accord. C'est-à-dire que je sentais que j'avais plus d'affinité avec le DESS, un des DESS qui était présenté à Angers. Ok. Voilà, oui, parce que ça allait être ma question, justement, c'est que j'imagine un DUG, une licence, une équivalent d'une licence 3 aujourd'hui, c'est assez général. Tu dois aborder les généralités de la psychologie, je pense. Et ensuite, en Master 1 et 2, on va les appeler comme ça, tu dois te spécialiser. Comment ça se passe? Alors, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'en maîtrise, donc en Master 1, on avait des options. Je ne sais plus exactement. Alors, moi, je sais que j'avais... Je crois que j'avais pris criminologie, mais du coup, je n'ai pas continué là-dedans. Mais sinon, je ne sais plus quelle option j'avais. Psychopathologie, peut-être. Oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a criminologie à Rennes. Ouais. Il me semble, voilà. J'étais restée dans des choses assez générales quand même, en dehors de la crimino, qui prenait pas une place très importante. Mais ça, tu t'avais pris pourquoi? C'était parce que tu aimais bien les séries un peu policières et... Oui, je crois que j'aimais bien. J'étais attirée. À un moment donné, je me suis dit tiens, pourquoi pas bosser dans la police. Mais en fait, ça m'est très vite passé. Ça calmé vite. Mais alors, je tiens à préciser que donc moi j'ai fait cette maîtrise là et après je me sentais pas tout à fait prête à rentrer en DESS, et puis j'avais pas le DESS encore au niveau des dossiers, j'avais pas pu avoir le DESS que je voulais à Angers. Donc entre-temps, j'ai fait un DEA, donc c'était une année de recherche sur... alors c'était l'option psychopathologie, je crois, mais j'avais fait un an de recherche, du coup, mon thème de recherche était sur l'exil, sur les conséquences psychiques de l'exil. Donc j'ai passé un an auprès de réfugiés politiques dans un centre à Rennes. Et donc j'ai fait ça avant de faire mon DESS. Et c'est vrai que c'est intéressant, pour moi c'était intéressant parce que ça permettait de creuser certaines choses avant de me professionnaliser, quoi. J'étais quand même assez jeune, donc je me trouvais assez...
voilà, ça a été une année un peu en plus, quoi, d'approfondissement avant de me lancer pour une DESS à Angers. Ça correspond au DU aujourd'hui, c'est ça peut-être? Non, c'est pas. Non, c'est DEA. C'était le DEA. Alors maintenant, je crois que ce serait peut-être le master 2 de recherche ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. C'est un DEA. C'est souvent ce qu'on fait avant de faire le doctorat. Enfin, c'est avant la thèse. Ça fait partie du doctorat. Et moi, j'ai juste fait le DEA. Parce que le DESS, c'était plus à visée professionnelle. Oui, c'est ça. Le DESS, c'est plus à visée professionnelle. D'accord. Et le DEA, c'est le même niveau, en fait. C'est le même niveau, mais il y en a un qui est visée recherche et un autre recherche et un autre... Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche, parce que ça m'intéressait, mais tout en me disant que je voulais quand même me professionnaliser. Donc, après, j'ai fait un DESS. Et comment tu as trouvé ce sujet de recherche? C'était quelque chose qui vraiment t'interrogeait ou Ouais, alors, en fait, c'est lié à des rencontres. C'est-à-dire qu'en maîtrise, oui, alors ce qui est important même dès la licence, c'est de faire le plus de stages possible en fait. Ouais. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va être plus facilement embauché après. Hein. C'est l'expérience qu'on va avoir. Ouais. C'est le diplôme, mais c'est aussi les stages qu'on va avoir fait. Donc moi, dès la maîtrise, on m'a dit fais beaucoup de stages. Donc j'ai fait pas mal de stages, effectivement, un peu auprès d'enfants. Et puis notamment en maîtrise, oui, j'ai fait des stages en psychiatrie aussi en maîtrise, ça a pris pas mal de temps. Et puis comme je voulais en faire d'autres, j'ai fait un stage auprès de sans domicile fixe, dans un centre d'hébergement pour sans domicile fixe. Et j'ai fait mon mémoire là-dessus justement, sur l'enfance des SDF. Voilà. Et enfin de manière générale quoi. Et puis et dans ces centres d'hébergement, j'ai rencontré beaucoup de demandeurs d'asile. Et donc ça m'a intéressée, ça m'a sensibilisée en fait à leur parcours, enfin voilà, à ce qu'ils avaient pu vivre déjà dans leur pays. Et puis après, une fois arrivés en France, en fait, comment ça se passait pour eux, comment ils vivaient en fait ce déracinement, enfin tout le parcours en fait aussi du demandeur d'asile avec toutes les procédures pour être reconnu en tant que réfugié politique. Donc voilà, ça m'a beaucoup interpellée en fait ces rencontres-là. Et je me suis dit tiens, je ferais bien en fait un an de recherche là-dessus. Pour vraiment travailler sur les conséquences psychiques d'un tel exil et puis savoir comment les aider en fait une fois en France et tout au long de leur procédure pour avoir accès au statut de réfugié. Ok, et en fait quand tu t'es dit tiens je vais faire une recherche sur le sujet, c'était quand même dans le but de travailler là-dedans en fait un peu plus tard, comme tu disais tu n'étais pas encore prête mais tu avais envie de rechercher de travailler là-dedans auprès des réfugiés en fait. Alors ça m'a plu de faire une recherche, j'étais intéressée pour faire une recherche, j'ai travaillé sur le thème de l'exil, mais y travailler après non, non, c'était pas ton but. Non, c'était pas mon but. C'était quand même très compliqué, très lourd aussi psychiquement. C'était intéressant, mais voilà, c'était pas évident non plus au niveau psychique d'entendre tous ces parcours. Donc non, après, j'ai pas eu le souhait de travailler plus dans ce domaine-là. Mais ça m'a apporté beaucoup. Et du coup, donc après ce DEA, tu as embarqué dans le DESS à Angers. Donc c'était quoi la spécialité que tu voulais? Alors à Angers, déjà ça m'intéressait plus parce que alors Rennes, c'est un très bon niveau, c'est une très bonne fac, mais je trouvais qu'au niveau théorique, ça restait un peu fermé pour moi. En tout cas, personnellement, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus ouvert. Alors toujours psychanalytique, mais un peu plus ouvert sur différentes écoles, on va dire, psychanalytiques. Et je trouvais ça à Angers. Et en plus, à Angers, il y avait, c'était un DESS, option clinique sociale. Et par rapport à mon parcours, ce que j'avais fait, mon travail sur les SDF, avec les demandeurs d'asile, du coup, ils étaient intéressés pour que j'intègre le DESS. Il y avait quelque chose d'assez cohérent, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et donc, tu as eu ton DESS, tu étais dans quel état d'esprit?
Prête à travailler cette fois ou... une fois que j'ai eu le DESS, oui. J'ai trouvé du travail assez rapidement quand même. Parce que tu as cherché directement? Tu n'as pas fait un stage par exemple pour embarquer un peu? Non. Un stage de plus, je dirais. Parce non, j'ai pas fait. Non, du coup, avec tous le DEA, tout ça, j'ai estimé que j'avais fait assez de stages. J'ai. 3-4 mois après, j'ai trouvé du travail dans un centre de formation. Comme je disais, voilà, j'ai commencé par là. Et oui, tu disais dans l'insertion professionnelle, mais du coup, mon questionnement par rapport à ça, c'est à quel moment, alors je reviens un peu en arrière dans ton parcours d'études, à quel moment tu dois choisir si tu vas plutôt vers la psychologie du travail ou si tu vas plutôt vers la psychologie... Ça, c'est beaucoup plus tôt. C'est dès le début. Ah, dès le début? Dès le début, non. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas... Je pense que ça se joue très rapidement. Enfin, en tout cas, à mon époque, je pense que... Je ne sais plus, il faudrait vérifier, mais en tout cas, peut-être qu'à partir de la maîtrise, il y avait tout de suite une orientation, quoi. Oui, voilà. Ou peut-être des DESS, maîtrise, peut-être, mais je pense avant le DESS quand même, parce que c'est vraiment à part, quoi. Tu vois, psychologue du travail, Bah oui, complètement. C'est complètement différent. Et c'est pour ça, vraiment, mon questionnement par rapport à ton premier job, c'est, on aurait pu penser que dans l'insertion pro, ils cherchaient plutôt des psychologues du travail. Et il y en avait peut-être, je ne sais plus, moi je travaillais pour le CLPS, à Rennes. Est-ce que tu avais une mission différente oui, exactement. Ils cherchaient oui, parce qu'ils cherchaient une psychologue clinicienne pour accompagner les personnes en réorientation, réinsertion professionnelle. Bien sûr. Donc là-bas, je faisais des suivis. J'animais des groupes de parole aussi auprès de travailleurs handicapés. J'ai animé des groupes de parole aussi auprès de jeunes en réinsertion. Donc moi, mon rôle, c'était pas du tout psychologue du travail. Je faisais pas du tout passer des bilans, ni quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment de l'accompagnement. Ok, très bien. Justement, par rapport à ça, la vision de base du psychologue, c'est tu vas faire tes études, ensuite tu vas ouvrir ton cabinet et puis tu vas accompagner des personnes en thérapie. Est-ce que tu pourrais, parce que tu en as déjà parlé un petit peu au départ, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous donner une vision de où est-ce que tu peux travailler quand tu as un diplôme de psychologie? Déjà, premièrement, est-ce que tu peux travailler avec une licence seulement? Non, alors avec une licence, tu peux travailler avec une licence, mais tu ne travailleras pas en tant que psychologue. Oui, il faut le diplôme. Il faut le diplôme de psychologue. C'est un diplôme d'État. Parce que c'est en plus, aujourd'hui, tu sais peut-être pas aujourd'hui, mais c'est en plus du Master 2 ou c'est inclus au Master 2? Ah non, c'est le Master 2. C'est le Master 2. C'est le Master 2, oui. Le diplôme d'État de psychologue. Comme le DESS, c'était c'est le diplôme d'État. Ça délivre le diplôme d'État de psychologue, quoi. D'accord, ok. C'est ça en même temps. Ouais. Est-ce que peut-être dans tes études, tu avais des amis qui arrêtaient en licence et qui allaient faire quelque chose? Qu'est-ce qu'ils allaient faire en général? Alors, pour... La plupart, souvent, ils arrêtent en licence ou... ça dépend. Enfin, en tout cas, oui, j'ai plus vraiment de souvenirs précis, mais je sais que beaucoup vont jusqu'à la licence et après, ils passent des concours. Des concours, ah oui. Voilà, alors si, je me rappelle d'une qui est devenue instite après. Ok. Je crois qu'elle a arrêté en maîtrise, elle. Oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la sélection est très... je pense que c'est toujours comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de place en dernière année, donc en Master 2. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, parfois, c'est ce qu'on m'avait conseillé, de faire la maîtrise en 2 ans. Donc le Master 1 pour être vraiment sûr d'avoir des très bonnes notes et être prise en Master 2, quoi. Et de là, voilà, c'est là où effectivement je connais des personnes qui n'ont pas été prises en Master 2. Et puis après tout, peut-être qu'elles avaient aussi d'autres désirs. Elles sont devenues institutrices ou éducatrices ou elles ont passé des concours. D'accord. Donc ça permet ça. Et donc oui, voilà, une fois que tu as quand même un équivalent Master 2 aujourd'hui, enfin toi à l'époque, tu as compris, vers quoi tu peux te diriger? Tu n'es pas obligé d'ouvrir ton cabinet tout de suite, quoi, c'est ça que tu me dis. Non, il y a quand même des postes salariés quand tu es psychologue. Mais bien sûr. Alors, quel type de poste tu as? Eh bien, comme je disais, tu as tout le domaine de la santé. Le milieu hospitalier, soit le milieu hospitalier, l'hôpital, on peut travailler dans différents services,
Et puis tout le domaine de la psychiatrie aussi. Oui, bien sûr. Et puis à côté, alors moi je les ai pas tous en tête, hein, mais comme je disais, moi j'ai travaillé, il y a tout le domaine de l'aide sociale à l'enfance, tout le domaine associatif aussi, avec toutes les plein de structures différentes. J'ai pas tous les cycles aujourd'hui parce que voilà, pour moi ça date un peu, et puis en plus ça a changé depuis. Mais toutes les structures d'accompagnement pour les personnes handicapées, pour les personnes en difficulté, les élèves en difficulté. Il y a des réseaux, il y a plein de réseaux en fait qui embauchent des psychologues. Ouais, c'est très très vaste. Tiens, je pense notamment dans la police aussi. Dans la police, j'avais un peu envie, mais dans la police, dans la justice. Et tu as les psy-EN aussi, les psys de l'éducation nationale. Alors là aussi, c'est un autre diplôme à passer. Hein. Voilà, psychologue. Voilà, c'est pas. Il me semble pas qu'avec un psychologue avec un master 2, on va dire, de psychologue clinicienne en psychopatho, on peut pas travailler dans l'éducation nationale. Il y a autre chose à passer. En tout cas, il y a un concours, ça c'est sûr. De même qu'il y a un concours de recrutement des professeurs des écoles, il y a un concours de recrutement des psy-EN. Il y a quelque chose de spécifique à mais effectivement, voilà, en tout cas, c'est une possibilité, mais il faudra compléter ses études. C'est ce que tu dis, ok, très bien. Compléter, ou c'est même peut-être carrément un autre diplôme. Un autre diplôme, ok. Ouais, c'est bien de se renseigner, effectivement. Ouais. Et donc c'est très très vaste. Donc il y a quand même des... Voilà, puis dans le domaine associatif, il y a plein d'associations en France. Donc ça peut toucher les personnes âgées, les EHPAD aussi. D'accord. Il y a vraiment énormément de débouchés finalement. Oui, énormément. Et quand justement tu parlais de la psychiatrie, j'ai toujours entendu dire que pour pouvoir exercer en tant que psychiatre, il fallait que tu fasses une année de médecine. Mais c'est pareil, hein, je pense qu'on a à peu près le même âge, donc ça date. Est-ce que tu crois que... Est-ce que déjà, voilà, c'est une idée reçue, c'est une légende urbaine? Non, psychiatre, c'est... c'est très long comme étude. Je crois qu'il faut d'abord être médecin. Oui, il faut passer par médecine, alors d'accord. Alors c'est peut-être l'inverse. Et après, ils ont une spécialisation pour devenir psychiatre. Une spécialisation, ok. Donc c'est vraiment par le parcours médecine, alors. Oui, ce sont des médecins. Oui, ok. Donc c'est important de faire la différence. Effectivement, le psychiatre est médecin, il peut prescrire des médicaments. Voilà, il travaille surtout par ce biais-là, d'ailleurs. Il y a certains psychiatres qui, on va dire, se forment aussi en tant que psychothérapeutes et vont vraiment prendre le temps aussi d'écouter les patients et vont vraiment avoir une approche à ce niveau-là aussi. Mais nous, en tant que psychologues, nous ne sommes pas médecins. Voilà. On a été formés dans le domaine des sciences humaines, mais on n'est pas médecin, on ne peut pas prescrire de médicaments, on travaille essentiellement par le biais de la parole. Ok, ça marche. Et donc ça, et à quel moment tu t'es dit à l'ego, pareil, tu nous as présenté un petit peu le truc au départ, mais là on va rentrer dans le détail. À quel moment tu t'es dit, allez, ça y est, j'ai envie d'ouvrir mon cabinet, et pourquoi tu t'es dit ça d'ailleurs? Parce que tu as fait une belle exploration, hein, d'après ce que tu as dit de ton parcours. Moi j'ai travaillé plus de 12 ans en institution, dont 7 en psychiatrie, en CMP. Et puis après, je suis partie vivre quelques années à l'étranger parce que j'ai envie de prendre un peu de recul. J'ai envie de faire un peu autre chose, d'explorer autre chose. En tout cas, de prendre le temps de m'intéresser à l'être humain aussi dans d'autres aspects que la psychologie classique, on va dire. Donc, je me suis ouverte à plein d'autres choses. Et puis, j'ai passé 4 ans et demi à l'étranger. Et en revenant, je me suis dit, bon, allez, maintenant, voilà, j'ai une expérience de plus de 12 ans d'institution, j'ai vécu autre chose à l'étranger, j'ai un peu différents bagages. Et puis, alors c'était particulier parce que c'était au moment du Covid, c'était en 2020 en plus. Et effectivement, on voyait qu'il y avait pas mal de personnes qui allaient mal. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas me lancer en libéral. Ah bah ouais, carrément. J'ai eu là, à ce moment-là, j'avais plus de confiance en moi pour y aller. Et puis, je sentais qu'il y avait des besoins, comme je disais. Et donc...
Et donc, tu as décidé d'ouvrir ton cabinet finalement. Où est-ce que tu t'es installée déjà? Alors moi, au départ, j'étais installée sur Angers. Et j'ai commencé par travailler une journée et demie par semaine pour voir ce que ça allait donner. Et puis, ça s'est plutôt assez vite rempli. Et donc après, j'ai travaillé, au bout de quelques mois, j'ai travaillé à temps plein. Comment t'as fait pour t'installer en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut penser à quoi? Trouver une salle? Enfin, trouver... moi, j'avais eu la chance à ce moment-là de trouver une psychologue qui sous-louait son bureau une journée et demie par semaine, le mercredi et samedi. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, juste à côté, dans le même bâtiment, il y a un bureau qui s'est libéré quelques mois après. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à D'accord, et donc tu l'as pris directement. Ouais. J'ai pris. Et puis, alors au début, je sous-louais moi aussi 2 jours par semaine, comme ça. Enfin, je sais plus, je crois, le lundi, mardi, je travaillais. J'étais temps plein. Non, au début, c'était 4 jours par semaine, quoi. Ouais, tu dis que c'était pendant le Covid, mais tu recevais les gens directement ou tu consultais à distance? Oui, alors c'était un peu particulier parce que j'ai commencé fin 2020 et non, j'ai commencé en présentiel puisque les psychologues avaient le droit de continuer à travailler au cabinet, de recevoir, cabinet. Ouais. Et, mais je proposais aussi des séances en visio, quoi, pour ceux qui ne pouvaient pas venir. Voilà. Ouais. Ok, et du coup, tu as quel statut pour exercer au départ, j'avais le statut auto-entrepreneur. Et puis, donc j'ai fait ça les premières années. Sauf qu'au bout d'un moment, alors j'ai vu ça avec une comptable, j'ai contacté une comptable pour voir qu'est-ce qui était préférable pour moi. Est-ce que c'était rester en statut auto-entrepreneur ou passer en statut libéral, comme on dit, aux frais réels. Parce qu'avec les impôts, tout ça, il y a des calculs à faire. Et il s'est avéré que, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, à partir de 2024, c'était plus intéressant pour moi de passer aux frais réels. Ok. Est-ce que on va passer vraiment, on va essayer de mettre en lumière ton quotidien pour que, une fois de plus, les personnes qui écoutent cette interview puissent vraiment se projeter. Mais effectivement, tu as vécu des vies complètement différentes entre le moment où tu bossais dans les assos et au moment où tu as ouvert ton cabinet. Donc on va essayer de faire les deux si tu veux bien. Est-ce que tu pourrais déjà nous décrire à peu près une semaine type dans le milieu associatif? Milieu associatif, alors ça remonte à loin. À peu près, hein, bien sûr. Au tout début. Quel type d'horaire t'as déjà? Je commençais à 9h le matin. Ouais. À 9h. Et puis, je ne travaillais pas à temps plein à ce moment-là quand j'étais en centre de formation. Et c'était. Souvent le matin, je commençais à 9h. Et puis, il y avait parfois des réunions avec les différents services, différentes équipes. Et puis, on m'orientait des personnes. On disait que ce serait bien de jouer telle ou telle personne. Et moi, après, j'avais un temps où je faisais des entretiens. Souvent, ça a duré combien de temps? Moi, je fais souvent des entretiens de 45 minutes. D'accord. Je suis restée sur... je travaille de manière classique. À l'époque, à ce moment-là. Ouais. Et voilà, et l'après-midi, c'est pareil. C'était... en fait, les journées étaient soit des... Je mettais en place des séances et puis parfois j'avais des après-midi prises par, comme je disais, des groupes de parole. Ça prenait pas mal de temps. Du collectif, quoi. Ouais, du collectif. C'était une alternance de réunions d'équipe, séances et puis groupe de parole, en collectif. T'avais de l'administratif aussi à gérer? À ce moment-là, pas du tout. Non, pas du tout. Il y avait quelqu'un qui s'en chargeait, en fait. Non, mais en fait, quand t'es salarié, t'as rien à faire. Voilà, il y a quelqu'un... Strictement rien. Il y a un service administratif, c'est ça que je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Soit ta fiche de paye, Ouais, voilà. Alors, question croustillante, mais on va pas se mentir, c'est la question qui intéresse aussi énormément les personnes qui s'intéressent à ce métier. Tu gagnais bien ta vie dans ce type d'assaut? Au départ, c'était... je ne sais plus combien je gagnais exactement parce que j'étais pas à temps plein, mais c'était correct.
C'est correct? C'était correct, ouais. C'est difficile de donner un... Sans donner ton salaire, tu peux peut-être nous donner une fourchette à peu près de combien tu gagnes à temps plein dans un milieu associatif? Si alors, à temps plein, j'aurais été à... Je pense, au tout début, je pense que j'aurais été dans les 1800. Net? Ouais. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Okay. Peut-être un peu moins, mais voilà, là où j'ai commencé, je pense que c'était à peu près ça, 1700, 1800 net. Et comment ça évolue du coup le salaire pour un psychologue dans ça un milieu dépend. associatif? En fait, tout dépend des conventions collectives. Ouais. Il y a des conventions où ça augmente, où le salaire va nettement plus augmenter que dans d'autres. Mais à l'ancienneté, on sait que dans oui, voilà, c'est ça. Ça dépend de notre ancienneté. Et puis, comme tu sais, des types de conventions. Par exemple, on sait que la convention 66 paye beaucoup plus que les autres. D'accord. Enfin, voilà. Moi, là où j'étais, je ne sais plus quel type de convention c'était, mais bon, après, moi, j'y suis pas restée très longtemps dans son formation, donc j'ai pas pu vraiment voir comment ça évoluait. Mais il n'y avait pas d'évolution au mérite ou de choses comme ça? Non, il n'y avait pas. Hein. Non, c'est en fonction de l'ancienneté. Il n'y a pas, c'est pas conditionné à notre travail. Okay. Normalement, non. Mais le salaire augmente au fil des ans quand on y reste un certain temps. Quoi. Ok. Et est-ce que tu sais à peu près un peu le même questionnement pour une journée type à l'hôpital? Ouais. Alors à l'hôpital, là c'était très variable quand je travaillais en CMP, quoi. Enfin, ouais. Parce que moi j'étais à la fois, comme je disais, j'étais beaucoup en CMP et je travaillais aussi en hôpital de jour. Donc là, une journée type, ça pouvait être par exemple le matin, je travaillais en CMP. Donc c'était pareil, réunion avec l'équipe sur place, avec les infirmières, pour qu'on fasse un peu le tour des patients. Et ensuite, ça m'arrivait de recevoir des patients à l'hôpital de jour pour certaines séances, pour quelques séances. Et aussi, en hôpital de jour, j'animais des groupes de parole auprès de patients qui étaient hospitalisés à la journée, en hôpital de jour. Tu fais un peu la même chose en fait finalement. Oui. Et l'après-midi, souvent j'étais en CMP, donc là je faisais que des séances. J'enchaînais en fait. C'est là où j'ai commencé plus à apprendre aussi à faire beaucoup à faire beaucoup de séances en une journée ou une après-midi, quoi. Parce qu'on on enchaîne, on nous demande quand même d'en faire pas mal. Surtout qu'aujourd'hui on nous demande de rentrer nos actes. Ça c'était un peu compliqué pour moi de noter tout ce que je faisais. Donc tu avais plus d'administratif là pour le coup. Oui, là par contre à l'hôpital, oui. Ouais. Oui, parce que quand je suis arrivée en psychiatrie, c'est là où on commençait à nous demander de rentrer effectivement tout le nombre de séances qu'on faisait. Des comptes rendus, des reportings en fait. Sur pas forcément des comptes rendus. Ça, plutôt un reporting en fait. Ils voulaient savoir en fait combien de séances on faisait, combien tel patient avait eu en nombre de séances. Tout était tracé, quoi. Et quand tu travailles en hôpital comme ça, est-ce que tu peux avoir des horaires de nuit ou décalés ou... Pour les psychologues, je pense que c'est rare. C'est rare. C'est rare, ouais. Même pour en hôpital général, non, je pense pas. Hein. Ça marche. Après, il y a aussi, ce que j'ai pas précisé, il y a aussi des cellules de crise. Il y a des psychologues qui font partie des cellules. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Mais là, par contre, oui, elles peuvent peut-être être appelées en cas d'urgence. Elles ont des astreintes. Ouais, c'est possible. Ok. Et pareil, l'aspect pratico-pratique, encore une fois, bien sûr, j'imagine que si on va vers la psychologie, on n'y va pas parce qu'on est intéressé par le salaire, mais ça fait partie aussi des questions qu'on se pose. Est-ce que tu gagnes mieux à l'hôpital qu'en milieu associatif ou est-ce que c'est un peu les mêmes barèmes? Encore une fois, ça dépend des conventions. Je pense que dans certaines associations, on peut être même mieux payé qu'à l'hôpital. D'accord, ça dépend. Mais pour moi, c'était un peu pareil en fait. Un peu pareil, ok. Peut-être un peu plus quand même à l'hôpital. Parce que j'avais aussi plus d'ancienneté, donc je gagnais plus. D'accord. Voilà. Ouais, c'est vraiment l'ancienneté qui va faire beaucoup en fait dans ton métier. Et du coup, on en vient à une semaine type en tant que psychologue libéral.
Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble ta semaine type? La semaine type, c'est... moi, je travaille 3 jours et demi au cabinet. Ouais. Donc, ce sont des journées uniquement consacrées, en fait, aux séances. Bon, parfois, il y a des petits trous, des séances qui se déplacent, ou voilà, on a parfois un peu de temps comme ça. Donc, moi, j'en profite pour... Là, par contre, en libéral, oui, il y a beaucoup plus d'administratif, c'est-à-dire surtout quand on passe aux frais réels, on doit rentrer toutes nos factures sur une plateforme. Voilà, il y a quand même des choses à faire à ce niveau-là. Donc voilà, mais l'essentiel des journées, ce sont quand même des séances, quoi. J'enchaîne mais après, ça dépend. Il y a des semaines, là actuellement, qui sont parfois plus chargées que d'autres. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu es installée à Bain-de-Bretagne, je précise. Et donc, oui, on va dire en période haute, tu as combien de clients par jour, enfin de patients en moyenne par jour? Dans les semaines, allez, en moyenne, on va dire 7, parfois 7-8. 7-8 par jour? Ouais. Et pour des séances de combien de temps? 3/4 d'heure en général. Ouais. Et là, je mets en place des séances d'1 heure et quart pour travailler plus en myosthésie. En myosthésie, ok. Bon, elles sont plus longues. Donc, c'est quand même, c'est vrai que c'est énorme en fait. Mais malgré tout, c'était le même rythme en CMP ou... Là, en CMP, c'était même plus... je crois que j'avais un patient tous les 3/4 d'heure, il me semble. T'enchaînais en fait. Voilà, j'enchaînais. Alors que là, ici, moi je prends après chacun s'organise comme c'est mon envie. Mais moi je prends un patient toutes les heures. D'accord, tu te laisses un peu de temps pour... Voilà, comme ça, entre chaque séance, j'ai 5-10 minutes pour... déjà pour prendre quelques notes sur la séance, que moi je prends plus... Au départ, je prenais beaucoup de notes pendant les séances. Au début voilà, quand je travaillais au début. Mais là, je ne prends plus de notes en séance parce que ça me permet d'être vraiment plus avec le patient. Et par contre, je prends quelques notes après la séance. Donc, ça laisse ce temps-là. Et donc, là, on imagine bien que le salaire que tu vas avoir va dépendre du nombre de clients que tu accueilles. La question... essentiel, je dirais, c'est comment tu sais combien tu dois facturer une séance? Est-ce que vous êtes guidé quand vous faites des études de psychologie ou pas du tout? Non, quand on fait nos études, non, on n'est pas forcément guidé par rapport à ça. Mais en fait, on voit bien par rapport aux autres psychologues qui sont installés autour, on sent bien en fait quel montant on peut mettre. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, tu fais une étude de marché. Voilà. Purement simplement comme un entrepreneur. Ça nous semble, il y a un montant qui semble plutôt juste. Et puis je dirais aussi, c'est avec quel montant on se sent à l'aise nous, quoi. Ouais, bien sûr, en fonction de ce que tu donnes. Quel montant va nous permettre aussi de vivre correctement, bien sûr. Ouais, parce que ça, c'est important. Mais c'est quel montant nous semble juste aussi, nous, avec lequel on est à l'aise, quoi, de présenter. Parce que comme tu le mettais en lumière, en fait, on peut comprendre qu'un psychologue en libéral, du coup, va avoir une double casquette, encore une fois, celle de psychologue, bien sûr, d'un côté, mais d'autre part, de chef d'entreprise, en fait, ou c'est ça, de solopreneur, comme on dit aujourd'hui, en tout cas. Comme tu dis, il y a plus d'administratif, en fait, tu dois tout gérer, tu dois déterminer tes prix, éventuellement les faire évoluer, gérer éventuellement ta formation, gérer tout l'administratif, la comptabilité, etc. Donc, c'est pas évident. Oui, ça prend quand même un peu de temps à côté. Et les avantages de passer en libéral, c'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en lumière Alors, les avantages, pour moi, c'est d'être libre, de m'organiser comme je veux. Et puis, le travail en institution, ce n'est pas toujours évident. Il y a des institutions où ça fonctionne bien. Il y a des institutions où ça fonctionne un peu moins bien et où ça prend pas mal d'énergie de faire avec un fonctionnement institutionnel qui n'est pas
voilà, justement avec une institution qui dysfonctionne. Ouais. Donc je suis passée par des choses par là, comme ça, et j'ai vu en quoi moi ça m'avait fatiguée et un peu démoralisée, un peu... voilà, c'est très prenant en fait. La vie institutionnelle peut être très prenante. Ouais. Ça peut être, je pense, épanouissant quand ça se passe bien, mais ça peut être aussi très, très, très complexe. Et donc, voilà, moi, quand je suis revenue en France, j'avais plus vraiment l'envie de travailler en institution. J'ai essayé, j'ai passé quelques entretiens, mais en fait, j'ai senti que non. C'était plus là où j'avais envie de travailler. Et j'avais envie d'être plus, autonome, libre. Alors certes, avec une charge administrative à côté, c'est plus risqué parce que, on ne sait pas financièrement ce que ça va donner toujours à la fin du mois, mais j'ai eu envie d'être plus autonome. De voler tes propres ailes. Voilà, de m'organiser comme je veux, de travailler comme je veux, Ouais. Et vraiment, une petite question par pure curiosité, est-ce qu'il y a des temporalités? Justement, tu disais, parfois j'ai plus de monde que d'autres. Est-ce qu'il y a quels sont les moments où tu as plus de monde? Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe dans l'année ou pas spécialement? Tu sais, par exemple, on peut entendre dire souvent que les fêtes de Noël en dépriment beaucoup. Est-ce que tu as plus de monde à Noël? Est-ce que tu as moins de monde l'été? Enfin, tu vois, comment ça se passe en fait? Parce qu'il y a du soleil l'été. Ouais. En général, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un peu plus de personnes, de demandes en début d'année, le mois de mars, souvent. C'est un mois où il y a plus de demandes. Donc, je veux dire, sur la première partie de l'année, il y a souvent un peu plus de demandes. L'été, bien sûr, c'est un peu plus creux. Quoique, on peut avoir des surprises, parce que l'été dernier, je trouve que j'ai eu pas mal de demandes. Le mois de septembre, c'est souvent un peu creux. C'est un mois de reprise pour tout le monde, là. Et octobre-novembre, souvent, il y a aussi pas mal de demandes. Et décembre, avec Noël et tout, on sent qu'il y a quand même un peu de... Donc, ouais. Ça marche. Donc si je devais en arriver à te demander de manière générale, avec tout ce que tu as traversé dans ta carrière, quels seraient pour toi les avantages d'être psychologue ou alors tout ce qui est positif pour toi? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te pose cette question? Et bien sûr après, qu'est-ce qui est plus négatif Dans le positif... je dirais que c'est un métier de rencontre, quoi. Où on rencontre beaucoup, on est amené à rencontrer les personnes telles qu'elles sont. Donc on est tout le temps dans une certaine... je pense qu'il faut aimer être dans la profondeur. Ouais. Dans la rencontre, mais dans la profondeur de la rencontre. Dans l'authenticité, faut aimer ça, quoi. Faut aimer décortiquer les choses. Oui, voilà. Déjà dans ces rencontres vraies, et puis après, dans ce côté effectivement assez... dans la compréhension, dans tout le côté cérébral, comme tu dis, dans l'analyse, donc il y a... Moi, en tout cas, dans ce qui me plaît, c'est effectivement la rencontre. De manière globale en fait. Ouais, et puis alors j'ai bien aimé aussi animer des groupes de parole. Ça, c'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui, mais que j'aimais vraiment faire avant. Mais j'aime bien ces rencontres aussi à deux. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Et puis tout le côté compréhension de l'être humain, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais moi, ça m'intéresse de manière globale. Mais du coup, dedans, forcément, il y a la psychologie a vraiment sa place. Et voilà, c'est en ça que c'est intéressant parce que ça ne s'arrête jamais. On peut toujours se former. Moi, je sais que je suis toujours en recherche, en fait. Tu peux toujours te former, tu peux toujours bifurquer vers un autre oui, domaine. Et puis c'est ça. Ça peut toujours s'ouvrir sur des nouvelles formes de...
des nouvelles conceptions en fait, des nouveaux référentiels, Et si par exemple, admettons, hein, c'est intéressant, si justement aujourd'hui tu as pris cette voie-là de la psychologie clinique, mais si tu avais envie comme ça de bifurquer vers la psychologie du travail, tu pourrais, et comment tu pourrais faire? Non, je crois qu'il faudrait que je repasse des diplômes. Ah, que tu repasses un master. Un master? Ouais. Du coup, il te faudrait 2 ans d'études finalement. Oui, au moins, je pense. Ouais. Et puis, voilà, un autre point qui me plaît aussi, c'est le fait d'accompagner les personnes, de les voir évoluer, de leur permettre déjà d'aller mieux, bien souvent. Et puis de les voir évoluer dans leur vie, de les voir se transformer pour certains. C'est ça qui m'intéresse, moi, surtout. C'est d'amener les autres à se transformer. Ouais. Ah oui, c'est clair, j'en sais quelque chose. Donc je partage complètement. Et dans les inconvénients, qu'est-ce que tu perçois de ce métier? Les inconvénients... Est-ce que tu arrives encore à être à l'écoute pour tes proches, par exemple? Parce que tu fais ça toute la journée, en fait. Ouais. Ça dépend des périodes. C'est vrai que dans les moments de fatigue, on peut parfois ne plus avoir envie d'écouter les personnes autour de soi. Mais de manière générale, non, ça n'empêche pas d'écouter les autres autour de... Enfin, mes proches, mes amis, non, parce qu'en fait, c'est bien différent, quoi. Oui. C'est différent, on n'a pas... Même si forcément, on va toujours avoir quand même une petite écoute, une compréhension, une présence qui va rester, forcément, c'est en soi, mais voilà, on n'est pas dans un cadre de thérapie, on n'est pas... la psychologue qui va être là. Donc tu arrives à couper quand même en sortant de ton cabinet, tu arrives à pas adopter le rôle de sauveuse, tu sais, de tout ton entourage. T'es passé par là à un moment de ta vie au départ ou pas du tout? Ou t'as toujours su faire le distinguo entre le pro et le perso en fait? Oui, je pense que j'ai toujours essayé de faire attention. Et de ne pas positionner en tant que sauveuse, que ce soit quand je travaille ou quand je ne travaille pas. Mais il y a parfois, ça nous rattrape des fois ça. Moi en tout cas, ça peut me rattraper d'avoir envie d'aider plus un proche que ne le ferait peut-être une autre personne parce que t'es outillé. Oui, on est plus outillé, puis on a envie que la personne s'en sorte. Mais bon, le tout c'est d'en avoir conscience et de savoir lâcher un peu aussi et de donner les infos qu'on peut donner et puis après laisser les choses se faire. D'être dans le respect quand même de tes limites oui, c'est important ça. Et donc là on arrive gentiment à la fin. Merci pour tous ces détails, c'est vraiment précieux je pense pour des personnes qui s'intéressent au métier, ça leur permettra vraiment de bien réfléchir. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire, quelles sont les 3 qualités qu'il faudrait pour être psychologue? 3 qualités pour être psychologue. 3 qualités essentielles selon toi. Je dirais en premier, et ça pour moi au début c'était pas forcément, j'en avais pas autant conscience, mais c'est la capacité à être présent, à être là, c'est la présence. C'est surtout ça qui est important parce que c'est notre qualité de présence qui va faire que le patient va être en mesure d'être présent à lui-même. Donc c'est vraiment une des choses principales. Après c'est cette en capacité d'accueillir en fait l'autre tel qu'il est, de pas juger, d'être dans cette neutralité, d'être dans cette bienveillance. Et puis et après tout de même une capacité de compréhension, une capacité d'analyse par rapport à ce qui se passe pour l'autre, et puis d'être en mesure aussi d'intervenir, et ça se fait dans le temps aussi, de manière ajustée en séance, quoi. De sentir ce qu'il est préférable de dire ou de ne pas dire, de laisser des silences au moment où c'est important d'en laisser, et au contraire intervenir au moment où c'est important d'intervenir. Mais ça, ça se fait dans le temps, mais il y a vraiment, je dirais, la présence, l'accueil, l'humanité, quoi. Être humaine, dans le fait de pouvoir accueillir l'autre,
de le comprendre. Et puis, être en mesure de travailler sur une certaine justesse, en fait. Sentir en soi ce qui est juste ou pas. Voilà. Être vachement à ton écoute, en fait. Voilà, c'est vraiment écouter ce qui se passe. Et ça, j'en ai pas parlé. À ton écoute et à l'écoute de l'autre, mais les deux, en fait. C'est ça, exactement. Et j'en ai pas parlé, mais il y a tout le travail personnel aussi qui est très important. En tant que psychologue, psychothérapeute, c'est surtout en travaillant sur soi qu'on va vraiment apprendre aussi comment on fonctionne en tant qu'être humain. C'est clair. Puis qui on est, et comment se passe un travail personnel, avec tous les hauts, tous les bas. Donc ça, c'est essentiel, le travail sur soi. Et puis ça permet aussi d'apprendre à, comme tu dis, d'être vraiment à son écoute et d'apprendre à sentir ce qui se passe en soi, quoi. D'être vraiment relié à son ressenti. Et ça, c'est essentiel. C'est ce qui nous permet de sentir à quel moment c'est juste qu'on intervienne ou pas, ou est-ce qu'il y a... Voilà, on devient un instrument, en fait, de travail qui s'ajuste de plus en plus avec le temps, quoi. D'accord, je comprends. Et quelles sont, selon toi, en fait, les erreurs qu'il faudrait éviter Les erreurs qu'il faudrait éviter dans la relation, peut-être, ou alors je vais revenir au départ. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller déjà à quelqu'un qui aimerait devenir psychologue ? En dehors de ce que tu viens de nous dire là, c'est des qualités essentielles que tu as citées. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ? Déjà travailler sur elle. Ouais, déjà. De faire un travail en thérapie. C'est surtout ça qui va lui permettre de se rendre compte, en fait, de ce que c'est. Alors, ça dépend si elle veut faire la thérapie ou pas, mais de toute façon, ça ne peut que lui apporter quelque chose pour pouvoir se positionner après en tant que psychologue. Peu importe son poste, peu importe. Mais de faire un travail personnel. Ouais, bien sûr. Pour pas transposer ses propres problèmes, peut-être. Et du coup, quelle erreur, en fait, il faudrait éviter quand on se dirige vers ce métier-là ? C'est peut-être plus clair comme ça. Quand on se dirige vers ce métier-là, par exemple, tu vois, de penser que tu n'as pas besoin de faire une thérapie toi-même parce que tu fais des études. Je pense que ça serait une erreur de considérer que seul l'aspect théorique, universitaire suffit pour être thérapeute. Non. Comme je disais, le travail personnel est très, très important. Et puis se former à côté aussi, dans différents types de thérapies, ce qui nous intéresse. Mais d'en rester qu'à quelque chose du coup d'intellectuel. Ça, ce serait une erreur. C'est super, je te remercie pour ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui hésiterait à embarquer justement dans un cursus de psychologie et quel conseil tu pourrais lui donner pour choisir telle ou telle voie ? On parlait justement psychologue du travail, clinicienne, psychiatre, machin. Quel conseil tu pourrais lui donner pour que la personne ose vraiment se lancer ou pas Une des choses qui peut permettre de déterminer quand même, ce sont les stages. Ouais, bien sûr, carrément. C'est vrai que maintenant tu peux faire des immersions et tout, même sans... C'est le fait de faire des stages quand même qui permet de sentir déjà si on a envie de plus des psychologues cliniciennes ou du travail ou faire un stage dans la recherche, je sais pas si c'est possible, mais puis c'est écouter ses aspirations, quoi. Qu'est-ce qui nous attire le plus ? Est-ce que c'est ça, mais effectivement, est-ce que c'est dans la thérapie ? Est-ce que c'est plus dans concevoir des bilans, faire passer des bilans ? Qu'est-ce qui nous correspond le plus, quoi, et effectivement, aller vérifier sur le terrain, complètement. Même, tu penses que ce serait une bonne idée que maintenant que tu peux faire des immersions, même quand tu es jeune, tu peux faire des stages, notamment en seconde et tout, ce serait une bonne idée que d'aller faire un petit stage d'observation avant de décider si on embarque ou pas dans la psycho, finalement. Oui. C'est possible, les psychologues, ils prennent
Je sais pas s'il y a des psychologues qui prennent des stagiaires comme ça. Toi, les stages que tu as fait, c'est en institution ou... Oui, tous sont en institution. Tous, ouais. Parce en que libéral, les libéraux, moi, je prends pas de possible. Je prends pas de stagiaire. Ok. Qu'est-ce que ce métier, finalement, Sidonie, il t'a apporté à toi personnellement? On imagine, mais avec tes mots, du coup, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement? Je dirais de me rendre compte à quel point l'être humain est complexe. Ouais. Voilà. Et puis, je dirais surtout, et puis comme c'est des rencontres humaines, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. C'est surtout ça en premier, je dirais, que je retiens le plus. C'est très précieux, quoi. Voilà, toutes ces rencontres humaines. En tout cas, je ne sais pas si c'est lié qu'à ça, mais en tout cas, je pense que petit à petit, ça m'a amené aussi à avoir envie de m'ouvrir encore plus à d'autres domaines, toujours concernant l'être humain, mais bien sûr. Voilà, de creuser, de m'ouvrir à plein d'autres référentiels. Et donc, pour moi, ça a été la porte pour... comment dire, c'est un chemin qui alors ça dépend pour chacun, hein, mais pour moi ça a été un chemin qui m'amène toujours à m'ouvrir à toujours plus de référentiels, de façons de voir les choses, de différentes manières de comprendre l'être humain, ces différentes dimensions, donc voilà, c'est un chemin d'ouverture, je le vois comme ça. Ouais, super. Ouais. Et du coup, j'imagine que si c'était à refaire, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu le referais? Et est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Je sais pas, c'est pas évident de répondre à cette question. Je pense que... mais ça, c'est pas évident au début quand on commence à travailler. Oui, alors je referai la même chose par rapport à mon parcours universitaire. Ouais. Ça, voilà. Mais par contre, quand on commence à travailler, je pense qu'il faut être vigilant, à sentir où est-ce qu'on se sent le mieux, en fait, où est-ce qu'on va vraiment pouvoir s'épanouir en institution, parce que éviter de rester trop longtemps en fait dans des institutions, comme je disais, où ça peut être parfois très compliqué, et prendre beaucoup d'énergie et épuiser, et voire peut-être même un peu dégoûté de ce milieu métier. Et puis même du métier, quoi. Donc c'est ça, être vraiment se questionner, à savoir où est-ce qu'on a envie de travailler. Et puis s'autoriser à... Parce qu'au début, c'est pas facile de trouver du travail. Donc on peut avoir tendance à se dire, faut y aller, donc peut-être accepter des postes sur lesquels on va pas forcément se sentir très bien, mais pour travailler. Et là, parfois, on se risque de se faire peut-être un peu de mal, quoi. Ouais. Donc s'autoriser, dire, non, là, en fait, j'ai pas envie d'aller travailler dans ce milieu-là, et écouter ça, et plus, même si c'est pas évident de trouver du travail, plus se chercher dans les domaines où on a vraiment envie de travailler, quoi. Ouais, bien sûr. Du recul, moi, c'est plus ça. De ses limites, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui peuvent être quand même assez trash, quoi. C'est difficile à... Oui, puis on n'est pas fait pour tous travailler auprès des mêmes publics, dans les mêmes... Chacun a ses limites, et j'imagine que chacun peut prendre en main certains sujets ou pas. Hein. Donc c'est ça, c'est être vigilant, et puis respecter ce qui nous attire le plus, et puis respecter notre sensibilité. Et ça, on en prend conscience des fois que tardivement, mais on a parfois une certaine sensibilité qui fait que travailler auprès de certains publics, c'est peut-être plus compliqué pour certains que d'autres. Donc c'est respecter ça, quoi. Super conseil. Est-ce que toi-même, dans ton... ce sera ma dernière question. Et est-ce que toi-même, dans ton parcours, tu as reçu un conseil, par exemple, qui t'a été hyper important, hyper porteur, en fait, dans ta pratique, et qui t'a... je sais pas, qui t'a libéré, inspiré à fond, que tu aurais envie de partager là tout de suite pour terminer cette interview? Un conseil que j'aurais reçu d'autres... d'un mentor ou d'un professeur, ou peut-être d'un collègue, ou
parfois même, on apprend, quand on est dans l'accompagnement comme ça, on apprend aussi énormément des personnes qu'on accompagne. Donc, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué, où tu t'es dit, je sais pas, une prise de conscience importante ou... Là, ce qui me vient, c'est quand j'avais fait un stage en psychiatrie, je travaillais avec une psychologue qui était très ouverte justement sur plein de choses. Et elle m'avait dit, et elle, elle était très à l'aise dans sa manière de travailler, elle était très libre, et puis elle était jamais fatiguée. Elle me dit, et elle m'avait dit un jour, mais de toute façon, si on est fatigué, c'est que notre façon de travailler ne nous convient pas. Et elle était, elle avait trouvé une manière, enfin, je sais pas, elle travaillait, forcément, elle respectait un cadre, c'était important de respecter le cadre quand on travaille, mais je la sentais très... très alignée. Alignée avec la manière dont elle avait envie de travailler. Et du coup, elle n'était pas fatiguée. Et elle me disait, mais si on est fatigué, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas, en fait. Ouais, donc dans la continuité de ton conseil, finalement. Ok, super. Donc voilà, c'est ce qui me vient là. Je te remercie en tout cas, Sidonie, d'avoir partagé tout ça. Je te dis, c'est hyper inspirant pour les personnes attirées par ce métier, qui finalement est super vaste, en fait. Et qui offre pas mal de débouchés, qui rémunère quand même plutôt bien. Et donc, elle n'a pas fini de s'épuiser, quoi. On est d'accord. Et je pense qu'on ne connaît pas tout encore du fonctionnement humain, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc toi, est-ce que tu peux juste simplement t'identifier clairement? Tu reçois donc à Bain-de-Bretagne, tu accompagnes sur des sujets particuliers, et donc avec quelle méthode aujourd'hui? Alors moi, donc, je travaille à Bain-de-Bretagne, donc à l'espace Symbiose. Je reçois au cabinet du lundi après-midi jusqu'au jeudi soir, et sinon je travaille aussi en visio, donc le lundi matin, le vendredi, puis aussi en semaine parfois. Et puis je reçois pour différentes problématiques. Ça peut être des personnes qui sont sont dans des situations compliquées, des personnes qui traversent des divorces, des séparations, des burn-out, donc des transitions de vie aussi. Et puis des personnes qui vivent d'autres difficultés, de l'anxiété, des angoisses, la dépression. Donc ça peut être très très varié. Je m'aperçois que je reçois pas mal de personnes qui sont dans des situations de séparation, de divorce. Donc je me dis que je suis peut-être plus amenée à accompagner des personnes qui sont dans des changements de vie, en fait. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Mais voilà, ça peut être très 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 divers. Et puis ce qui compte le plus, en fait, c'est comment je vais sentir que ça passe avec la personne ou pas. Bien sûr. C'est surtout ça qui va faire que je vais accompagner une personne, ou je vais me dire non, en fait là je pense que c'est pas avec moi. C'est une question de rencontre, comme je disais. C'est ça qui fait que on va faire un travail ensemble ou pas. Donc comment on prend contact avec toi? On vient faire une première séance comme ça, ou tu proposes d'autres manières de... Non, les personnes peuvent prendre rendez-vous via Doctolib, ou sinon m'appeler directement, et puis on fait une première séance. Je mettrai tes contacts. On fait une première séance, et puis moi je sens en fait... la personne me dit là où elle en est, pourquoi elle vient consulter. Et puis, donc c'est un échange. La séance, elle dure 45 minutes. 45 minutes, c'est ça. La première séance, de toute façon, c'est toujours 45 minutes. Parce que c'est le moment où moi j'écoute la personne, ou comme ça, on échange sur ce qu'elle amène, sur ce qui l'amène à venir consulter. Et où moi je lui explique aussi, en général, comment je travaille. C'est-à-dire avec ce côté plus psychanalytique, où on va aller en fait essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe dans la vie de la personne, comprendre son fonctionnement, faire des liens avec le passé, favoriser des prises de conscience. Tout ça, en général, ça amène à avancer, et puis il y a quelque chose qui s'élabore au fil du temps. Et
Et puis sinon, aussi de la maïeusthésie, comme je disais, où là, ce sont des séances un peu plus longues, où là, on va vraiment aller à la rencontre de, des êtres qui sont en attente, en fait, d'être joints, d'être entendus, d'être reconnus. Donc, voilà. Ah bah, je te remercie et je te dis, voilà, je mettrai tes contacts si on a envie de te consulter. Merci pour tout ça et à bientôt. Merci à toi.